I'm feeling like hot. Il faut que vous compreniez quelque chose avant qu'on vous raconte ce qui s'est passé. Nous savons l'effet que ça peut faire. On en a parlé entre nous une centaine de fois depuis cette semaine-là, et chaque fois que l'une de nous le dit à voix haute, ça semble toujours complètement impossible. Deux femmes adultes, des personnes rationnelles avec des emplois, des responsabilités et des vies normales, qui prétendent avoir vécu quelque chose qui défie tout ce qu'on nous a appris sur le monde naturel. Mais nous étions là toutes les deux. Nous avons toutes les deux vu les mêmes choses, entendu les mêmes choses, vécu les mêmes moments impossibles. Et quand deux personnes sont témoins de quelque chose ensemble, quand elles peuvent se confirmer chaque détail, quand elles se souviennent toutes les deux de la même vérité impossible, ça devient plus difficile à rejeter, plus difficile à expliquer comme une hallucination, une illusion ou une erreur d'identification. Nous sommes jumelles, de vraies jumelles, et nous avons passé toute notre vie ensemble. Nous nous connaissons mieux que quiconque au monde. On sait quand l'autre ment, exagère ou est confuse. Et nous vous le disons maintenant, avec une certitude et une honnêteté totale, que ce que nous allons décrire s'est réellement produit. Chaque mot, chaque moment, impossible, y compris la partie qui semble la plus incroyable de toutes, celle où la créature nous a réellement parlé, pas avec des grognements ou des bruits d'animaux, mais avec un mot humain, parfaitement clair, que nous avons toutes les deux entendu, que nous avons toutes les deux compris, et qui venait de quelque chose qui n'était pas humain du tout. Notre grand-mère nous a légué sa cabane dans les montagnes à sa mort, il y a 6 ans. Elle en était propriétaire depuis près de 40 ans, l'avait construite avec notre grand-père, à l'époque où ils étaient jeunes, aventureux, et voulaient un endroit pour s'échapper du monde. Notre grand-père est mort avant notre naissance, mais notre grand-mère a gardé la cabane, continuant à y aller plusieurs fois par an jusqu'à ce qu'elle soit trop âgée pour faire le voyage. Elle aimait cet endroit plus que tout au monde. Quand elle a su qu'elle allait mourir, elle nous a fait promettre d'en prendre soin, de la garder dans la famille, de l'utiliser comme elle et notre grand-père l'avaient fait. Un endroit pour se déconnecter de tout, un endroit pour simplement être. Nous avons honoré cette promesse. Plusieurs fois par an, généralement au printemps et en automne, quand le temps est parfait, nous chargeons la voiture et nous y allons ensemble. C'est devenu notre tradition, notre échappatoire, notre façon de rester connectés l'une à l'autre et à la mémoire de notre grand-mère. La cabane est nichée au cœur des montagnes du nord du Montana, à environ 3 heures de la ville la plus proche, par les routes principales. Les 45 dernières minutes se font sur un ancien chemin forestier à peine entretenu, plein d'ornières, de ravines et d'endroits où il faut rouler si lentement que marcher serait plus rapide. La plupart des gens ne savent même pas que cette route existe. La cabane elle-même est simple, juste une pièce principale avec un poêle à bois pour le chauffage et un petit coin cuisine, une mezzanine au-dessus où se trouve le lit, une pompe manuelle pour l'eau du puits, des toilettes sèches à une trentaine de mètres à travers les arbres. Pas d'électricité, pas de plomberie, pas de réseau mobile, pas d'internet, rien de moderne, à part ce que nous apportons avec nous. Mais c'est parfait pour ce dont nous avons besoin. Un endroit où l'on peut déconnecter complètement, où l'on peut simplement exister ensemble sans que le bruit constant du monde ne s'immisce. Ce séjour-là avait lieu début octobre, quand les trembles prenaient une teinte dorée et que les feuilles de bouleau viraient au jaune et à l'orange. L'air avait cette fraîcheur automnale qui donne envie de passer chaque instant dehors, cette température parfaite où il faut une veste le matin, mais où, l'après-midi, on est à l'aise avec une simple chemise en flanelle. Nous sommes arrivés un jeudi après-midi, ayant toutes les deux posé notre vendredi pour avoir un bon long week-end. La route était magnifique, les montagnes revêtant leur plus belle couleur d'automne, et nous nous sommes arrêtés plusieurs fois juste pour prendre des photos et apprécier le paysage. Quand nous sommes arrivés à la cabane vers 4 heures de l'après-midi, nous étions toutes les deux détendues, heureuses et prêtes pour quelques jours de paix.
La cabane était exactement comme nous l'avions laissée 2 mois plus tôt. Des feuilles et des aiguilles de pin couvraient la terrasse. Quelques branches étaient tombées suite aux orages de fin d'été, mais la structure elle-même était solide et accueillante. Nous avons passé la première soirée à déballer nos affaires et à nous installer. Nous avons rentré toutes nos provisions, balayé la cabane, allumé un feu dans le poêle à bois pour chasser le froid. Nous nous sommes préparés un dîner simple de pâtes avec une sauce en bocal et du pain croustillant que nous avions acheté à la boulangerie en ville. Nous nous sommes assises sur la terrasse au coucher du soleil, emmitouflées dans des couvertures, à regarder le ciel virer au rose et à l'orange à travers les arbres, à écouter les bruits du soir de la forêt qui s'éveillait, les hiboux qui commençaient à ululer, de petits animaux qui bruissaient dans les sous-bois, ce silence profond qui n'existe que loin de la civilisation. Nous n'avons pas beaucoup parlé ce premier soir. Ce n'était pas nécessaire. Nous avons toujours été à l'aise dans le silence l'une avec l'autre, toujours capables de simplement exister ensemble sans remplir chaque instant de mots. C'est l'un des cadeaux de la gémellité. On apprend très tôt que la présence suffit et qu'on n'a pas toujours besoin de conversation pour se sentir connecté. Nous nous sommes couchés tôt cette nuit-là, grimpant à l'échelle menant à la mezzanine, où le vieux lit à cadre en fer se trouve sous la fenêtre qui donne sur les étoiles. Nous nous sommes endormis en écoutant le vent dans les arbres et le ululement occasionnel d'un hibou quelque part dans l'obscurité. Cette première nuit fut complètement normale, complètement paisible, exactement ce dont nous avions besoin. Le deuxième matin a commencé normalement aussi. Nous nous sommes réveillés vers 7 heures quand la lumière du soleil a commencé à filtrer par la fenêtre au-dessus du lit, caressant nos visages de cette manière qui rend impossible de continuer à dormir. L'une de nous a fait du café sur le poêle à bois avec la vieille cafetière à percolation en émail qui avait appartenu à notre grand-mère, tandis que l'autre préparait des toasts avec de la confiture de myrtille locale achetée à un stand en bord de route. Nous avons pris notre petit déjeuner debout près de la fenêtre, regardant la forêt, observant la brume matinale dériver entre les arbres. Le temps était de nouveau parfait, frais mais pas froid, avec cette lumière dorée d'automne qui fait que tout ressemble à une peinture. Après le petit déjeuner, nous avons fait une promenade dans les environs immédiats. Juste une boucle à travers les arbres près de la cabane pour nous réapproprier les lieux. Nous avons noté où des champignons poussaient après les pluies récentes, vu des traces de ce qui semblait être une famille de cerfs, trouvé un arbre qui était tombé depuis notre dernière visite, un grand pin qui avait dû être frappé par la foudre. La forêt était saine et vivante, exactement comme elle devait l'être. En milieu de matinée, nous étions de retour sur la terrasse avec des livres et des tasses de café frais, profitant simplement du calme. La température s'était bien réchauffée et nous avions toutes les deux enlevé nos vestes, les posant sur la balustrade de la terrasse. L'une lisait un roman policier, l'autre les mémoires d'une femme qui avait parcouru tout le sentier des Appalaches. Nous lisions depuis peut-être 1 heure, complètement absorbés, lorsque nous avons entendu les bruits pour la première fois. Au début, nous avons toutes les deux pensé que c'était juste un animal au loin. La forêt est pleine de sons si l'on écoute attentivement. Des oiseaux qui s'appellent, des écureuils qui jacassent dans les arbres, des branches qui craquent et gémissent, le vent qui souffle dans les feuilles. Mais en écoutant plus attentivement, posant toutes les deux nos livres et nous concentrant vraiment, nous avons réalisé que ce son ne correspondait à aucune de ces catégories. C'étaient des gémissements, presque des pleurs, mais pas d'une manière qui ressemblait à un animal que nous connaissions. Pas un coyote, qui peut parfois avoir un son étrangement humain. Pas un oiseau, ni un renard, ni quoi que ce soit que nous pouvions identifier immédiatement. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose qui nous a donné la chair de poule, quelque chose qui nous a fait nous regarder avec inquiétude. Le son s'arrêtait un moment, peut-être 30 secondes ou 1 minute de silence. Puis il reprenait. Chaque fois, il semblait venir de la même direction, à l'est de la cabane, à peut-être 15 minutes de marche dans la forêt si nous devions estimer la distance. Il ne se déplaçait pas comme le ferait un animal en mouvement, il restait juste au même endroit.
Nous en avons discuté à voix basse, essayant de comprendre ce que ça pouvait être. Un animal blessé, peut-être. Quelque chose de coincé. Mais la qualité du son était si étrange, si presque humaine, qu'aucune de nous ne pouvait se convaincre d'une explication. Finalement, nous avons décidé que nous devions aller voir. Nous avons toujours aimé les animaux, toujours été du genre à essayer d'aider quand quelque chose semble blessé ou en détresse. S'il y avait quelque chose qui souffrait là-bas, nous voulions au moins voir si nous pouvions faire quelque chose. Nous avons posé nos livres, attrapé nos bâtons de marche qui étaient appuyés contre la porte, et nous nous sommes dirigés dans les arbres en direction du son. Nous marchions prudemment, enjambant les racines et contournant les buissons, essayant d'être silencieuses pour ne pas effrayer ce qui faisait ce bruit. Les gémissements continuaient pendant notre marche, et nous nous arrêtions toutes les quelques minutes pour nous assurer que nous allions toujours dans la bonne direction. Le son devenait plus clair, mais pas vraiment plus fort, ce qui suggérait que nous nous approchions, mais que ce n'était pas un son très puissant à l'origine. C'était définitivement des gémissements, et parfois ça ressemblait presque à un enfant qui pleure, mais étouffé, comme quelqu'un qui pleurerait le visage enfoui dans un oreiller. La similitude avec un enfant humain était profondément troublante, et nous n'arrêtions pas d'échanger des regards, ressentant toutes les deux le même malaise sans vouloir le verbaliser. Après environ 12 ou 13 minutes de marche, serpentant entre les arbres et enjambant des troncs tombés, nous sommes arrivés à une petite clairière. Pas une grande prairie, juste une trouée dans les arbres où quelque chose était tombé des années auparavant, créant un espace où la lumière du soleil pouvait atteindre le sol. Des fleurs sauvages y poussaient, des astères de fin de saison et des solidages. Les gémissements étaient très proches maintenant, très clairs. Ils semblaient provenir de juste derrière des buissons épais, à l'autre bout de la clairière, à peut-être 6 mètres de là où nous nous tenions. Nous nous sommes approchés lentement, nos cœurs battant plus vite, sans que nous puissions expliquer pourquoi. Juste un sentiment, une sensation d'anticipation que quelque chose d'important allait se produire. Les bâtons de marche semblaient solides dans nos mains. Nous avons écarté quelques branches basses, contourné une souche pourrie couverte de mousse, et sommes arrivés au buisson d'où provenait le son. Ensemble, nous avons soigneusement écarté les branches et regardé à travers. Et là, nous nous sommes figés, complètement, sans bouger, sans respirer. Nous ne pouvions pas. Nos cerveaux ont tout simplement cessé de fonctionner pendant plusieurs secondes parce que ce que nous voyions n'avait aucun sens, ne correspondait à aucune catégorie de choses qui devraient exister. Il y avait une créature debout sur 2 jambes dans un petit creux derrière les buissons, principalement cachée par les branches, mais suffisamment visible pour que nous voyions clairement ce que c'était. Ou plus exactement, ce que ce n'était pas. Elle était petite, mesurant peut-être 1 mètre, peut-être un peu plus, entièrement couverte d'une fourrure brun-roux foncé qui semblait épaisse et douce. Mais ce n'était pas un ours, certainement pas un ours. Nous avions vu de nombreux ours dans ces bois au fil des ans, y compris des oursons, et cela ne leur ressemblait en rien. Les proportions étaient complètement fausses pour un ours. Les bras pendaient trop bas, dépassant l'endroit où se trouveraient les genoux. Les jambes étaient trop droites, trop verticales, trop similaires à des jambes humaines. Et le visage était la chose la plus étrange que nous ayons jamais vue. Il était tourné vers nous, et nous pouvions le voir clairement à travers les branches. Il avait des traits de type humain, mais couverts de poils, un nez plat, pas un museau, des lèvres pleines, un visage arrondi avec un front proéminent, et les yeux, de grands yeux sombres, probablement 2 fois plus grands que des yeux humains par rapport au visage, et il nous regardait avec une émotion indubitable, une peur pure. Cette créature était terrifiée par nous. Notre première pensée cohérente, après que nos cerveaux se soient remis en marche, fut que ce devait être ce que les gens appellent Bigfoot ou Sasquatch. Nous avions entendu les histoires comme tout le monde,
vu les photos floues et les vidéos tremblantes dans les émissions de télévision, entendu des gens parler de rencontres, mais aucune de nous n'y avait jamais cru. Nous n'y avions même jamais pensé sérieusement, si ce n'est pour les rejeter comme du folklore, des erreurs d'identification ou des canulars. Mais là, il y avait quelque chose qui correspondait exactement à ces descriptions. Sauf que c'était petit, un bébé, un enfant. Quel que soit le mot juste pour une jeune version de quelque chose qui n'était pas censé exister. La créature a commencé à reculer en nous voyant la regarder, et les gémissements sont devenus plus forts, plus angoissés. Elle avait peur de nous, terrifiée en fait. Ses grands yeux étaient écarquillés de peur et son petit corps tremblait. Nous pouvions la voir frissonner et nous avons réalisé à ce moment-là que c'était probablement nous, les effrayantes. Deux grandes humaines apparaissant de nulle part, écartant les buissons, dominant cette petite chose alors qu'elle était seule, vulnérable et déjà bouleversée par quelque chose. De son point de vue, nous étions probablement les monstres. Nous avons toutes les deux fait ce qui nous semblait naturel, ce que notre instinct nous disait de faire, ce qui, avec le recul, était probablement incroyablement stupide et dangereux. Mais nous n'y pensions pas. Nous nous sommes lentement agenouillés en même temps, presque à l'unisson comme nous faisons souvent les choses, essayant de nous faire plus petites, moins menaçantes. Nous avons levé nos mains dans ce que nous espérions être un geste calme et pacifique, paumes ouvertes, doigts détendus. Et nous avons commencé à faire des sons doux, le genre de bruit doux que l'on fait pour calmer un chien ou un chat effrayé, des chutes apaisants, des fredonnements graves. Nous avons gardé nos voix basses et apaisantes, murmurant des paroles rassurantes, même si nous ne savions pas si elles pouvaient nous comprendre. Nous ne pensions pas au danger. Nous ne pensions pas à la règle de base de la survie, en pleine nature, qui dit que si vous voyez un bébé animal, la mère n'est probablement pas loin. Et les mères protégeant leurs petits sont les animaux les plus dangereux que l'on puisse rencontrer. Une mère ours défendant ses oursons attaquera sans hésiter, vous mettra en pièces si elle perçoit une menace. Et ceci était quelque chose de bien plus mystérieux qu'un ours, quelque chose dont nous ne savions rien. Pour tout ce que nous savions, la mère nous observait en ce moment même depuis les arbres, décidant si nous étions une menace pour son bébé. Mais à ce moment-là, agenouillés devant cette petite créature terrifiée, tout ce que nous voyions, c'était quelque chose qui avait besoin de douceur, quelque chose qui avait besoin d'aide. Alors nous sommes restés là, agenouillés côte à côte, les mains tendues, faisant des sons doux et parlant avec les voix les plus calmes possibles, lui disant que nous ne lui ferions pas de mal, que tout allait bien, qu'elle était en sécurité avec nous. La petite créature a cessé de reculer. Elle est restée là à nous observer, la tête légèrement penchée sur le côté comme si elle essayait de nous cerner, comme si elle réfléchissait à ce qu'il fallait faire. Pesant ses options, on pouvait presque deviner sa réflexion derrière ses yeux expressifs. Nous sommes restés ainsi pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques minutes. Personne ne bougeait, nous nous observions mutuellement. Puis très lentement, la créature a fait un minuscule pas en avant. Juste un petit pas, peut-être 15 centimètres. Nous sommes restés complètement immobiles, retenant à peine notre souffle. Nous ne voulions rien faire qui puisse la faire fuir à nouveau. Un autre pas, puis elle s'est de nouveau arrêtée, nous observant, étudiant nos visages, regardant nos mains tendues. Ce manège a continué pendant peut-être 15 ou 20 minutes. Un pas ou deux en avant, hésitant et prudent. Puis une longue pause, où elle restait là à nous regarder, décidant s'il était sûr de continuer. Chaque fois qu'elle se rapprochait, nous pouvions la voir un peu mieux, discerner plus de détails. Son visage avait vraiment l'air presque enfantin sous toute cette fourrure. La structure osseuse en dessous semblait remarquablement humaine. Un nez plat, pas long comme celui d'un chien ou proéminent comme celui d'un singe. Des lèvres pleines qui se serraient quand elle réfléchissait. Un menton arrondi. La fourrure sur son visage était plus courte que sur le reste de son corps et nous pouvions voir la peau en dessous par endroits. Une peau foncée, presque noire. Les yeux étaient le trait le plus frappant, si grands et sombres comme des puits d'encre,
mais pas vides comme les yeux d'un animal. Il y avait de la pensée là-dedans, de la conscience, de l'émotion, de la peur, oui, mais aussi de la curiosité, de l'intelligence. Nous nous sommes regardés et avons vu la même reconnaissance sur nos visages. Ce n'était pas juste un animal, c'était quelque chose de plus. Les mains semblaient remarquablement humaines aussi, juste couvertes des mêmes poils brun-roux que le reste. 5 doigts à chaque main, de longs doigts avec ce qui ressemblait à des ongles, pas des griffes. Elle les fléchissait nerveusement, ouvrant et fermant ses petites mains, serrant les poings, puis les relâchant. Un geste d'anxiété très humain. Elle respirait fort, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement sous la fourrure, toujours effrayée, mais aussi curieuse. La combinaison de peur et de curiosité semblait très enfantine, très familière pour nous. Finalement, elle est arrivée à environ 1,50 m de nous et s'est arrêtée là. Cela semblait être sa distance de sécurité. Assez près pour nous voir clairement, assez loin pour s'enfuir si nécessaire. Nous avons continué à parler doucement, à peine au-dessus des murmures. Nous avons gardé nos mains tendues, mais sans les avancer vers elle, juste ouvertes, calmes et non menaçantes, nous rendant aussi sûrs et amicales que possible. La créature sembla se détendre petit à petit au fil des minutes. Sa respiration ralentit. La tension dans son petit corps diminua légèrement. Les gémissements cessèrent complètement. Nous lui avons dit que nous n'allions pas lui faire de mal, que nous voulions juste l'aider, qu'elle était en sécurité avec nous. Nous ne savons pas si elle comprenait les mots, mais nous pensons qu'elle comprenait le ton, la douceur, l'absence d'agressivité. Les animaux sont doués pour lire le ton et le langage corporel. Quelle que soit cette créature, elle semblait avoir cette même capacité, peut-être même plus. Après environ une demi-heure de cette danse prudente, la créature a fait un autre pas en avant, puis un autre. Elle s'est approchée assez près pour pouvoir nous toucher si elle le voulait, si elle tendait complètement son bras. Nous n'avons toujours pas bougé vers elle. Nous n'avons pas tendu la main. Nous l'avons laissée maîtresse de la situation, l'avons laissée décider de la suite. Ce devait être son choix. C'est alors qu'elle a tendu une petite main et a touché l'une de nous sur le bras. Juste le plus léger des contacts au début, un doigt effleurant la peau. Le contact était si doux, si prudent, si hésitant. Puis, elle a pressé toute sa main contre l'avant-bras, sentant la texture. Ses doigts ont tracé le long de la peau comme si elle était fascinée par sa douceur, par l'absence de fourrure, par notre différence. Elle a regardé le bras qu'elle touchait, puis son propre bras poilu, semblant les comparer. Puis elle s'est tournée vers l'autre, lui a touché le visage très légèrement, les doigts explorant la joue, la mâchoire, le front. Toujours douce, toujours prudente. Elle nous a étudiés toutes les deux, allant et venant, clairement fascinée par le fait que nous nous ressemblions. Elle a touché un visage, puis l'autre, puis de nouveau le premier. Elle a fait de petits bruits qui semblaient être de la confusion ou de la curiosité. Comme si elle essayait de comprendre comment deux humaines pouvaient être identiques. Nous avons ressenti une connexion étrange à ces moments-là, un profond sentiment de communication se produisant sans mots. Ce n'était pas juste un animal suivant son instinct ou réagissant à un stimulus. C'était quelque chose d'intelligent, quelque chose de conscient, quelque chose qui pensait, ressentait et s'interrogeait sur les choses. Quelque chose qui pouvait prendre des décisions et contempler de nouvelles situations. Ses yeux ont rencontré les nôtres alors qu'elle nous touchait le visage, et nous y avons vu de la compréhension, une vraie compréhension, la reconnaissance de nous en tant qu'autres êtres pensants, d'autres créatures dotées de conscience et de sentiments. Nous étions d'espèces différentes, évidemment, radicalement différentes. Mais il y avait une similitude fondamentale, une qualité de conscience partagée. Nous l'avons étudiée aussi attentivement qu'elle nous étudiait. Nous avons remarqué que lorsqu'elle ouvrait légèrement la bouche, elle avait de petites dents, des dents blanches
qui semblait plus humaine qu'animale. Remarquez la façon dont ses doigts bougeaient si délibérément, avec intention et but, pas seulement en saisissant au hasard. L'expressivité de ses yeux sombres, la façon dont son front se plissait légèrement quand elle semblait confuse ou curieuse, la façon dont elle penchait la tête en considérant quelque chose de nouveau. Autant de gestes très humains. C'était quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce qu'on nous avait appris. Tout ce que nous avions appris sur le monde naturel. Et pourtant, c'était là, réel et tangible, touchant nos visages avec une douce curiosité. Nous sommes restés assises comme ça un moment de plus, peut-être encore 20 minutes, peut-être plus. Le temps semblait étrange. Nous ne comptions pas les minutes. Nous existions simplement dans l'instant. La créature touchait différentes parties de nous, nos mains, nos bras, nos visages, nos cheveux, toujours curieuse, toujours douce. À un moment, elle a touché l'une de nos vestes, sentant le tissu, semblant perplexe. Elle a tiré sur la fermeture éclair, regardant comment elle montait et descendait, fascinée par cet objet étrange. Nous l'avons laissé explorer, laissé découvrir qui nous étions et les choses étranges que nous portions et transportions. Mais la réalité a commencé à s'imposer. Le soleil était plus haut dans le ciel maintenant, probablement près de midi, et c'était un bébé, complètement seul. Nous avons regardé autour de la clairière, vraiment regardé, scruté les arbres, les sous-bois, les ombres, écouté attentivement pour tout bruit de quelque chose de plus grand qui approcherait. Quelque chose de lourd se déplaçant dans la forêt, des branches qui se brisent, des pas lourds, n'importe quoi, rien, juste les bruits normaux de la forêt, des oiseaux qui s'appellent, le vent qui souffle dans les feuilles, les faisant bruire et murmurer, de petits animaux vacant à leurs occupations dans les sous-bois, un écureuil jacassant quelque part au-dessus de nous. Où était sa mère? C'était la question qui ne cessait de s'imposer à nos esprits. Pourquoi cette petite chose errait-elle seule? Elle était trop petite pour se défendre contre les prédateurs, trop vulnérable. Un puma pourrait la tuer facilement. Un ours n'hésiterait pas s'il se sentait menacé ou assez affamé. Même une meute de coyotes pourrait être dangereuse pour quelque chose de cette taille. Nous avons commencé à nous inquiéter, vraiment nous inquiéter. Ce n'était pas naturel. Les bébés animaux ne se promènent pas seuls, surtout pas des animaux qui semblent aussi intelligents. Ils restent avec leur mère, restent protégés. Cette créature aurait dû être avec sa famille, pas seule dans une clairière en train de pleurer. Quelque chose s'était passé, quelque chose avait mal tourné. Peut-être que la mère était blessée quelque part, peut-être qu'elle avait été tuée, peut-être que ce bébé s'était retrouvé séparé et perdu lors d'un danger quelconque, ou peut-être y avait-il une autre explication que nous ne pouvions même pas imaginer. Mais quelle que soit la raison, cette petite créature était seule et vulnérable, et elle avait besoin d'aide. Nous avons alors pris une décision qui aurait pu être insensée, qui l'était probablement, qui aurait certainement pu être dangereuse. Mais elle nous a semblé juste sur le moment. Elle nous a semblé la seule chose à faire. Nous ne pouvions pas laisser cette petite créature seule ici. Nous devions essayer de l'aider. L'une de nous a doucement pris sa petite main, très lentement pour qu'elle puisse se retirer, si elle le voulait. Notre main a englouti sa petite main. Sa fourrure était étonnamment douce contre notre paume. Elle ne s'est pas retirée, n'a pas résisté. A juste regardé notre main tenant la sienne, puis a levé les yeux vers notre visage, comme si elle posait une question, comme si elle voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Nous nous sommes levés lentement, très lentement, tenant toujours cette petite main. La créature s'est redressée aussi, nous observant. Nous avons commencé à marcher vers notre cabane, à petits pas, lentement. La créature a hésité un instant, puis a marché à nos côtés. Sa démarche était étrange, pas tout à fait humaine, mais pas tout à fait simiesque non plus. Quelque chose entre les deux. Elle marchait debout naturellement, confortablement, comme si c'était sa façon de se déplacer. Tous les quelques pas, elle levait les yeux vers nos visages, vérifiant que nous étions toujours là, toujours en sécurité,
toujours digne de confiance. Le retour à pied nous a semblé complètement surréaliste, comme si nous étions dans un rêve ou une sorte d'hallucination partagée. La lumière du soleil à travers les arbres semblait trop vive, les couleurs trop intenses. Tout avait cette qualité hyper réelle. Nous étions là, main dans la main avec un bébé Bigfoot, le guidant à travers la forêt, comme si c'était un enfant perdu que nous avions trouvé sur un parking. Ce qui, d'une manière étrange, était le cas. Un enfant perdu, juste pas un enfant humain. Nous marchions lentement et nous nous sommes surprises à lui parler. Juste des paroles calmes et douces, décrivant où nous allions, lui parlant de la cabane, qu'il y serait en sécurité, que nous lui donnerions quelque chose à manger et l'aiderions à trouver une solution. Nous ne savons pas pourquoi nous lui parlions, peut-être pour notre propre réconfort autant que pour le sien. Peut-être parce que le silence semblait trop lourd, peut-être parce qu'une partie de nous comprenait déjà que cette créature pouvait comprendre plus qu'elle ne le devrait. La créature est restée silencieuse pendant la marche, mais elle a fait de petits bruits de temps en temps, de petits souffles et fredonnements qui auraient pu être sa version de la parole, ou juste des sons de réconfort, comme un enfant pourrait fredonner pour lui-même quand il est nerveux. Elle a tenu la main qui la tenait tout le long du chemin. Sa prise était étonnamment forte pour quelque chose de si petit. Parfois, elle s'arrêtait pour regarder quelque chose. Un rocher intéressant, une feuille colorée. Chaque fois, nous nous arrêtions pour la laisser regarder, laisser prendre son temps. Nous n'étions pas pressés. Quand nous sommes revenus à notre cabane, la créature s'est arrêtée à l'orée de la clairière et a regardé la structure. Ses yeux se sont écarquillés. Elle n'avait clairement jamais vu de bâtiment auparavant. Jamais rien vu de fabriqué par des humains. Pour nous, la cabane n'était qu'une simple structure en bois, vieille, patinée et ordinaire. Mais pour cette créature, elle devait sembler impossible, mystérieuse, peut-être effrayante. Nous avons doucement pressé sa main et continué à marcher. L'avons encouragée à nous suivre. Après un moment d'hésitation, elle a suivi. Nous avons monté les 3 marches de la terrasse et ouvert la porte. Les gonds ont grincé comme toujours. La créature s'est tendue au son, mais n'a pas fui. Nous l'avons fait entrer dans l'intérieur plus sombre. La créature a regardé autour d'elle avec ses yeux immenses, absorbant tout, les murs en bois, les meubles, les fenêtres par lesquelles la lumière filtrait, le poêle à bois avec son tuyau en métal noir montant à travers le toit, les étagères avec des livres et des conserves, la table et les chaises, tout était nouveau, intéressant et étrange. Elle a touché doucement le mur en bois, sentant la texture, a passé ses doigts le long du bord de la table, a levé les yeux au plafond, suivant la ligne des poutres du toit. Nous avons lâché sa main, et elle nous a immédiatement regardés avec ce qui semblait être de l'inquiétude. Alors nous lui avons montré nos mains, vides et ouvertes. Lui avons fait des sourires rassurants, puis nous sommes allés au petit coin cuisine en nous déplaçant lentement pour qu'elle puisse voir ce que nous faisions, parlant tout le temps, narrant nos actions. La créature nous observait attentivement, suivant nos mouvements. Nous avons réchauffé de la soupe que nous avions faite la veille. Juste une simple soupe de légumes, carottes, pommes de terre, oignons, céleri, haricots. Rien d'extraordinaire mais nourrissant et bon. Nous l'avons versé dans un bol et l'avons apporté là où la créature se tenait. En lui tendant le bol, nous avons prononcé le mot clairement. Ensemble, en même temps, comme nous faisons souvent les choses. Nourriture. Nous avons montré le bol nourriture. La créature l'a reniflé avec précaution, se penchant en avant avec son petit nez. Ses narines se sont dilatées. Puis elle nous a regardés, et nous jurons qu'il y avait une question dans ses yeux. « C'est pour moi? C'est sans danger ?» L'une de nous a pris une cuillère et lui a montré comment l'utiliser, portant la soupe à sa bouche et faisant des mouvements de mastication exagérés. La créature a observé très attentivement, comme si elle mémorisait les mouvements. Puis, elle a essayé de nous imiter, prenant la cuillère dans sa petite main. La prise était maladroite et la cuillère vacillait.
Elle a réussi à ramasser un peu de soupe, mais en a renversé la majeure partie en chemin vers sa bouche. Elle en a goûté un peu et a semblé aimer. A fait un petit bruit d'approbation. Mais la cuillère était clairement frustrante. Après quelques tentatives supplémentaires, elle a abandonné et a simplement soulevé le bol à deux mains et a bu directement dedans. Comme si elle buvait à une tasse. Elle faisait de petits bruits de satisfaction en mangeant, de joyeux petits fredonnements. Quand elle a reposé le bol, il y avait de la soupe sur son visage autour de sa bouche. Et cette vue nous a fait sourire toutes les deux. Malgré tout, malgré l'impossibilité de la situation, il ressemblait tellement à un enfant qui s'est sali en mangeant. Nous pouvions voir qu'il avait faim, vraiment faim. Quoi qu'il se soit passé pour le séparer de sa mère, il n'avait probablement pas mangé depuis un moment. Quand le bol fut vide, il nous a regardés avec ses grands yeux. Il y avait quelque chose dans ce regard, de la gratitude peut-être, ou de la confiance, ou juste la reconnaissance que nous l'avions aidé. Quoi que ce fût, ça nous a serré la poitrine. Après avoir mangé, la créature semblait plus énergique, moins effrayée. La nourriture avait aidé. Elle a commencé à explorer la cabane plus activement, touchant tout, regardant tout, se déplaçant dans l'espace avec une confiance croissante. Nous nous sommes assises sur le canapé ensemble et l'avons simplement observée, essayant toujours de comprendre ce qui se passait, essayant toujours de nous faire à l'idée que cette créature existait. L'une de nous s'est souvenue que nous avions apporté une petite balle en caoutchouc, juste une balle rebondissante, du genre qu'on trouve dans n'importe quel magasin. Nous l'avions apportée en pensant que ce serait amusant de la faire rebondir contre le mur de la cabane pendant les soirées calmes. Juste quelque chose pour s'occuper les mains. Nous l'avons sortie et l'avons tenue en l'air. La créature s'est immédiatement concentrée dessus. Curieuse, nous l'avons fait rebondir une fois sur le plancher en bois. La balle a fait un bruit sourd, satisfaisant et a rebondi. Les yeux de la créature se sont illuminés immédiatement, comme si nous venions d'accomplir un tour de magie. Elle a regardé la balle décrire un arc dans les airs, complètement concentrée. Quand elle a rebondi près de la créature, celle-ci a tendu la main et l'a attrapée à deux mains, l'a serrée contre sa poitrine. Puis, elle a essayé de la faire rebondir comme nous l'avions fait. La balle a heurté le sol et a rebondi, et la créature a poussé un cri excité. Un son aigu qui aurait pu être un rire. Elle a commencé à jouer avec la balle, la faisant rebondir, la poursuivant quand elle s'éloignait, exactement comme un enfant humain jouerait. Nous avons joué ensemble pendant près d'une heure. Nous faisions rouler la balle sur le sol et elle la poursuivait. Nous la faisions rebondir contre le mur et elle essayait de l'attraper. Elle apportait la balle à l'une de nous, l'attendant, voulant que nous la fassions rebondir à nouveau. Elle semblait vraiment heureuse, faisant ces sons qui ressemblaient à des rires, se déplaçant dans la cabane avec une confiance et une énergie croissante, mais même pendant que nous jouions avec elle, que nous sourions à ses facéties. Une partie de nos esprits ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère. Où était-elle? Cherchait-elle son bébé? Était-elle blessée quelque part, incapable de le rejoindre? Les questions tournaient en boucle. Pendant que la créature était occupée avec la balle, clairement contente pour le moment, l'une de nous est sortie, lui a dit que nous reviendrions bientôt. Elle a levé les yeux avec inquiétude mais n'a pas essayé de suivre. Est juste restée assise par terre, serrant la balle et regardant la porte. L'autre est restée à l'intérieur avec elle, lui tenant compagnie, la calmant. Celle qui est sortie est retournée à l'endroit où nous l'avions trouvée, se déplaçant rapidement cette fois. La marche a pris peut-être 8 minutes à bonne allure. Dans la clairière, elle a commencé à chercher des signes de la présence de quelqu'un d'autre, des signes de la mer ou d'autres créatures. Elle a trouvé quelques empreintes dans le sol meuble, près de l'endroit où se trouvait le bébé. Elles auraient pu être des empreintes de pas beaucoup plus grandes que les petits pieds du bébé, peut-être 2 fois plus grandes. Les empreintes étaient profondes, suggérant quelque chose de lourd, quelque chose de grand. Elle s'est agenouillée et les a examinées de près, mais elles n'étaient pas assez claires pour être définitives. Le sol était couvert de feuilles et d'aiguilles de pin. Elle a essayé de les suivre, se déplaçant dans la direction qu'elle semblait indiquer. Mais après peut-être 20 mètres,
Elles sont devenues floues, trop de litières de feuilles, trop de sol dur où rien ne laissait d'empreinte. Elle a fouillé la zone pendant peut-être 40 minutes, a marché en cercle de plus en plus large depuis l'endroit où nous avions trouvé le bébé, a cherché des branches cassées, de la végétation dérangée, tout ce qui pourrait indiquer où ces créatures avaient été, a trouvé quelques signes possibles, mais rien de concluant. Aucun bruit d'appel, aucun bruit de quelque chose de grand se déplaçant dans la forêt, aucun signe d'une autre créature cherchant le bébé perdu. C'était comme si ce petit était apparu de nulle part, comme s'il avait été déposé là par magie. Elle est restée là dans la forêt, à écouter, vraiment écouter, espérant entendre quelque chose, un appel ou un cri, une indication de l'endroit où sa famille pourrait être. Mais il n'y avait rien, juste les bruits de la forêt, juste le vent, les oiseaux et les petits animaux. De retour à la cabane, l'autre avait occupé la créature. Elles avaient de jouer davantage avec la balle. La créature avait exploré la cabane plus en profondeur, regardant dans tous les coins, touchant tout ce qu'elle pouvait atteindre. Elle était montée sur le canapé et s'y était assise un moment, appréciant clairement les coussins moelleux. Elle avait trouvé un de nos livres et en avait tourné les pages avec soin, regardant les mots et les images avec une fascination évidente, même si elle ne pouvait clairement pas comprendre ce qu'elle voyait. Quand celle qui avait cherché est revenue, le soleil déclinait dans le ciel. La lumière prenait cette qualité dorée de fin d'après-midi. Le soir approchait. La créature était toujours à l'intérieur, et quand la porte s'est ouverte, elle a levé les yeux avec ce qui semblait être du soulagement, comme si elle s'était inquiétée que l'une de nous ne revienne pas. Nous nous sommes regardés et avons secoué légèrement la tête. Aucun signe de la mère, aucun indice sur sa provenance. Nous avons réalisé que la nuit tomberait dans quelques heures et que nous ne pouvions pas simplement remettre ce bébé dehors dans le noir. Il serait complètement vulnérable aux prédateurs. La nuit est le moment où les animaux dangereux chassent, les pumas en particulier. Et même si nous voulions le ramener dans la forêt, où l'emmènerions-nous? Nous n'avions aucune idée d'où il venait, ni où sa famille pouvait être. Nous avons pris la décision de le garder en sécurité pour la nuit. Le matin, à la lumière du jour, nous chercherions plus attentivement. Peut-être que la mère viendrait le chercher une fois qu'elle réaliserait que son bébé avait disparu. Peut-être qu'elle le traquerait jusqu'à notre cabane. Peut-être y avait-il une chance pour une réunion. Alors que l'obscurité tombait dehors, la créature a commencé à devenir anxieuse. Elle a posé la balle et a commencé à nous suivre partout dans la cabane, restant proche. Jamais à plus de quelques mètres de l'une de nous à tout moment. Nous avons réalisé qu'elle était probablement habituée à être avec sa mère la nuit, pas seule ou avec d'étranges humains dans un endroit inconnu. La nuit signifiait probablement sécurité, confort et famille pour cette créature, et maintenant tout cela avait disparu. Nous lui avons aménagé un coin pour dormir près de notre lit dans la mezzanine, avons fait un nid douillet sur le sol avec des couvertures supplémentaires que nous gardions dans un coffre. La créature a regardé, mais semblait incertaine, nous a regardé arranger les couvertures, mais ne s'est pas approchée. Et juste resté là, l'air inquiet. Nous avons préparé le dîner pour nous tous, avons réchauffé un ragoût en conserve, un ragoût de bœuf avec des légumes, avons donné une portion à la créature dans le même bol qu'elle avait utilisé pour la soupe plus tôt. En lui tendant le bol, nous avons répété le mot, ensemble, nourriture. Nous avons montré le bol. Nourriture. La créature a regardé le bol, puis a commencé à manger. Elle a mangé avec appétit à nouveau, utilisant ses mains pour ramasser les morceaux de viande et de pommes de terre. Nous lui avons aussi donné quelques crackers de nos provisions. Et en le faisant, nous l'avons répété. Nourriture. La créature semblait apprécier les crackers, les croquant avec soin, faisant de petits bruits de satisfaction à chaque bouchée. Après le dîner, nous pouvions voir qu'elle était vraiment fatiguée. La journée avait été longue et probablement très stressante. Elle bâillait, de grands bâillements qui montraient toutes ses petites dents, se frottant les yeux avec ses petites mains poilues. Des gestes très humains qui nous faisaient mal au cœur.
Nous l'avons conduite au nid de couverture que nous avions fait, la guidant doucement. Elle y est montée avec hésitation, s'est enroulée dans les couvertures douces. Mais elle continuait à nous regarder avec ses grands yeux sombres, gémissant doucement, de petits bruits de détresse qui communiquaient clairement ce dont elle avait besoin. Elle nous voulait près d'elle, avait besoin de nous près d'elle. Nous nous sommes assises sur le sol de la mezzanine à côté des couvertures, juste à côté de l'endroit où elle était couchée. Nous avons tendu la main et lui avons doucement caressé la tête poilue. La fourrure était douce sous nos doigts, épaisse et chaude. Elle s'est immédiatement blottie contre le contact et nous avons senti son petit corps se détendre un peu, une partie de la tension la quittant. L'une de nous a commencé à fredonner doucement. Une berceuse que notre grand-mère nous chantait quand nous étions petites. Nous ne nous souvenions plus de toutes les paroles, mais nous nous souvenions de la mélodie. Simple, répétitive et apaisante. L'autre s'est jointe à elle, fredonnant l'harmonie. Comme nous le faisions enfants, les voix se mêlant comme le font les voix de jumelles. La respiration de la créature a ralenti alors que nous fredonnions et caressions sa fourrure. Ses yeux ont commencé à se fermer, les longs cils battants. Mais chaque fois que nous essayions de nous éloigner, ne serait-ce que pour changer de position ou étirer nos jambes, elle s'agitait et faisait des bruits de détresse, ouvrait les yeux et nous regardait avec panique. Alors nous sommes restés là, assises sur le plancher en bois dur à côté d'elle, une main chacune posée sur son petit dos, sentant sa respiration, sentant son rythme cardiaque, sentant la chaleur de son corps à travers l'épaisse fourrure. Finalement, elle est tombée dans ce qui semblait être un sommeil profond. Sa respiration est devenue lente et régulière. Son corps est devenu complètement mou, comme le font les enfants qui dorment. Nous nous sommes déplacés avec précaution vers notre propre lit, le lit à cadre en fer sous la fenêtre. Bougeant aussi lentement et silencieusement que possible, nous nous sommes allongés sur les couvertures, entièrement habillés. Mais nous ne pouvions pas dormir, nos esprits tournaient trop. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Était-ce vraiment en train d'arriver? Qu'allions-nous faire demain? Devrions-nous essayer de contacter une sorte d'autorité pour le signaler? Mais qui nous croirait? Et que ferait-il à la créature? L'emmènerait-il pour l'étudier? La garderait-il dans une cage quelque part? Cette pensée nous a rendus malades toutes les deux. Nous en avons chuchoté dans l'obscurité, gardant nos voix basses pour ne pas réveiller la créature endormie. Avons décidé que nous ne le dirions à personne, que nous essaierions simplement de l'aider à retrouver sa famille si nous le pouvions, que nous la protégerions aussi longtemps que nécessaire. Vers minuit, nous avons entendu la créature faire des bruits de détresse, de petits cris et gémissements qui nous ont immédiatement tirés du léger sommeil dans lequel nous étions tombés. Nous nous sommes levés et sommes allés vers elle, nous agenouillant toutes les deux à côté du nid de couverture. Elle semblait faire un cauchemar, tressaillant et gémissant, bougeant ses bras et ses jambes comme si elle essayait de fuir quelque chose. Nous nous sommes agenouillés et avons caressé sa fourrure, parlant doucement, lui disant que tout allait bien, qu'elle était en sécurité, que nous étions là. Elle s'est calmée progressivement sous notre contact, le cauchemar relâchant son emprise. Elle s'est rendormie avec nos mains sur ses épaules. L'une de nous a fini par dormir par terre à côté d'elle pour le reste de la nuit, attrapant un oreiller et une couverture du lit et s'installant aussi confortablement que possible sur le sol dur. L'autre est restée dans le lit, mais a à peine dormi, est juste restée là à veiller sur eux deux. Chaque fois que la créature s'agitait ou faisait un bruit, nous étions là, pouvions tendre la main et la toucher, la rassurer. Plusieurs fois pendant la nuit, elle se réveillait partiellement, tendait une petite main pour toucher celle qui était la plus proche, s'assurant que nous étions toujours là. Puis elle se recouchait, comme un enfant vérifiant que son parent est toujours à proximité. Le matin est arrivé avec la créature, nous tapotant doucement le visage, de petites tapes comme si elle essayait de nous réveiller,
Nous avons ouvert les yeux pour la trouver penchée sur nous, nous regardant avec des yeux curieux. La lumière du matin filtrait par la fenêtre au-dessus du lit, douce et dorée. Elle était réveillée et semblait curieuse de cette nouvelle journée. Nous nous sommes levés lentement, le dos et les hanches endoloris d'avoir dormi par terre et à peine dormi du tout. Avons étiré nos muscles raides. Nous sommes frottés les yeux pour chasser le sommeil. Nous nous sommes fait du café, prenant un peu plus de temps que d'habitude, car nous étions si fatigués. Avons moulu les grains avec le moulin à main, rempli la cafetière avec l'eau de la pompe. Avons ravivé le feu dans le poêle à bois assez pour le chauffer. Pendant que le café infusait, nous avons réchauffé du porridge pour tout le monde dans une casserole sur le poêle. Juste du simple porridge, avec un peu de sucre brun et de cannelle. En le versant dans le bol pour la créature, nous avons répété le mot une fois de plus. Nourriture. La créature nous a observés attentivement, puis a pris le bol et a mangé le porridge avec empressement, faisant ses bruits de contentement. Après le petit déjeuner, l'une de nous est sortie pour utiliser les toilettes sèches. Quand elle est revenue et a ouvert la porte de la cabane, quelque chose l'a clouée sur place. Elle pouvait entendre une voix à l'intérieur, une petite voix qui parlait. Pendant une seconde, elle a pensé que quelqu'un d'autre était peut-être arrivé, était venu à la cabane pendant qu'elle était dehors. Mais c'était impossible, nous étions trop isolés. Personne ne venait jamais ici. Le cœur battant, elle est entrée complètement. La créature se tenait près du coin cuisine où nous avions préparé le petit déjeuner. Elle regardait la casserole où avait été le porridge, celle que nous avions laissée sur le comptoir, pour la laver plus tard. Et puis elle s'est tournée pour la regarder droit dans les yeux, et a très clairement prononcé le mot. Nourriture, un simple mot, mais parfaitement prononcé, parfaitement clair, comme n'importe quel enfant humain le dirait. Elle est restée là, figée, sa main toujours sur la porte, son cerveau essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. L'autre d'entre nous se tenait à proximité, les yeux écarquillés, ayant été témoin de la même chose, avait entendu la créature parler, l'avait vu pointer la casserole avec une petite main poilue. « Nourriture », a-t-elle répété, nous regardant tour à tour. Nous avons eu l'impression que la réalité venait de se briser, que tout ce que nous pensions savoir sur le monde venait d'être renversé. Cette créature venait de nous parler en français. Un mot simple, oui, mais un mot humain, un mot dans notre langue. Nous avions dit « nourriture » plusieurs fois au cours de la journée précédente en lui donnant ses repas. Avions montré le bol et dit le mot à chaque fois. Et d'une manière ou d'une autre, en moins de 24 heures, cette créature avait appris le mot, avait associé le son au concept, avait compris comment l'utiliser pour communiquer avec nous. Ce n'était pas de l'imitation, comme un perroquet répétant des sons sans comprendre. C'était un véritable usage du langage, c'était de la compréhension, c'était une intelligence à un niveau qui semblait impossible pour toute créature non humaine. Nous avons réussi à hocher la tête, encore abasourdis, comme si nous nous déplacions dans l'eau, nos mains tremblaient légèrement, alors que nous allions à la casserole et lui donnions une autre petite portion de porridge. L'avons raclé dans le bol avec des doigts tremblants. La créature a pris le bol et l'a mangé joyeusement. Faisant ces bruits de satisfaction, nous nous sommes assises lourdement, toutes les deux fixant cet être impossible, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Cela changeait tout, absolument tout. Tout au long de cette journée, nous avons observé la créature attentivement, nous demandant si elle essaierait de dire le mot à nouveau, nous demandant si elle pourrait apprendre d'autres mots. Nous avons pointé des objets de temps en temps et dit leur nom, la balle, la tasse, la couverture, la fenêtre. La créature nous regardait, ses grands yeux concentrés sur nos visages, observant nos bouches former les mots. Mais elle n'a pas essayé de répéter quoi que ce soit, a juste regardé, écouté, peut-être apprenant, peut-être pas. Le seul mot qu'elle avait prononcé était celui-là, nourriture, le mot qui comptait le plus pour la survie, le mot que nous avions dit le plus souvent, le mot qui signifiait quelque chose de concret et d'important. Dans l'après-midi, nous y pensions encore, revivant ce moment dans nos esprits,
le son de sa voix, la clarté du mot, l'intelligence dans ses yeux quand elle avait pointé la casserole. Ce n'était pas juste un animal intelligent, c'était quelque chose de plus. Quelque chose qui pouvait apprendre le langage humain. Quelque chose qui pouvait communiquer entre les espèces. Les implications étaient stupéfiantes, et nous n'avions personne à qui le dire, aucun moyen de le prouver, juste cette expérience qui semblait complètement impossible. 2 femmes dans une cabane isolée prétendant avoir appris à un bébé Bigfoot à dire un mot. Qui nous croirait? Ce soir-là, nous avons de nouveau essayé de trouver des signes de sa mère. Avons attendu que la chaleur de l'après-midi soit passée et qu'il fasse plus frais. La créature nous a regardés nous préparer à partir avec ce qui semblait être de l'inquiétude dans ses yeux. Nous lui avons dit que nous reviendrions bientôt et elle s'est installée sur le canapé avec la balle, nous regardant partir. L'une de nous est restée cette fois pour lui tenir compagnie pendant que l'autre cherchait. Elle a marché en cercle de plus en plus large autour de la cabane, regardant et écoutant, à couvert probablement 1,5 km dans diverses directions, à chercher des traces, des branches cassées, de la végétation dérangée, à écouter pour des appels ou des bruits de grands mouvements. N'a rien trouvé de nouveau, pas de traces fraîches, aucun signe d'une grande créature, aucun bruit de quelque chose qui cherche. Quand elle est revenue, alors que le soleil se couchait, la créature l'a accueillie à la porte avec un soulagement évident. Elle s'était inquiétée, a fait des bruits joyeux en la voyant, nous a suivis toutes les deux à l'intérieur, restant proches. La deuxième nuit fut plus facile à certains égards. La créature semblait plus à l'aise avec la cabane, avec nous, avec cette nouvelle situation étrange. Après le dîner, elle est allée d'elle-même au nid de couverture et s'est enroulée. Voulait toujours que nous soyons à proximité. Regardait toujours pour s'assurer que nous étions proches, mais n'était pas aussi anxieuse. Nous nous sommes assises sur le lit, lisant à la lumière de la lanterne pendant qu'elle s'endormait. À un moment de la nuit, nous nous sommes réveillés pour la trouver montée sur le lit avec nous. S'était glissée entre nous, voulait juste être proche, voulait le confort de corps chaud des 2 côtés. Nous ne l'avons pas fait retourner par terre, l'avons laissé dormir là, entre nous. Le 3e matin a tout changé. Nous nous sommes réveillés pour trouver la créature déjà éveillée, assise et regardant vers l'échelle qui descendait de la mezzanine, faisant de petits bruits, pas des bruits de détresse, des bruits d'alerte, comme si elle écoutait quelque chose, sentait quelque chose. Nous nous sommes levés et avons descendu l'échelle, avons regardé dehors par la fenêtre, n'avons rien vu d'inhabituel, juste la forêt. Juste la lumière du petit matin filtrant à travers les arbres. Avons préparé le petit déjeuner et nous avons tous mangé ensemble. Mais la créature semblait distraite, continuait à regarder vers les fenêtres et la porte, continuait à faire ses bruits d'alerte, comme si elle savait quelque chose que nous ne savions pas. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de la sortir un peu, la laisser prendre l'air et bouger. Elle était enfermée dans la cabane depuis plus de 2 jours maintenant. Elle avait probablement besoin de se dégourdir les jambes, de se déplacer plus librement. Nous avons marché près de la cabane, restant en vue du bâtiment. La créature semblait apprécier d'être de nouveau dehors, à grimper sur des troncs d'arbres tombés avec une agilité surprenante, à toucher différentes plantes, curieuse de tout, à explorer comme n'importe quel enfant curieux le ferait. Mais elle est restée près de nous, ne s'est jamais éloignée, a toujours vérifié que nous étions à proximité, se retournant vers nous toutes les quelques instants avec ses yeux expressifs. Nous étions peut-être à 50 mètres de la cabane, à l'orée de la clairière où les arbres commençaient à se densifier, quand nous avons entendu quelque chose qui nous a glacé le sang. Un son grave, quelque part entre un grognement et une toux, profond et menaçant. La créature l'a entendu aussi et s'est complètement immobilisée, s'est figée sur place. Puis nous l'avons vu, se déplaçant à travers les arbres à notre gauche, un puma, un grand, probablement un mâle vu sa taille. Se déplaçant dans les sous-bois de cette manière lente et délibérée, des félins qui chassent, ce mouvement de traque concentré. Il nous avait repérés. Plus précisément,
Il avait repéré la petite créature. Pour ce félin, le petit Bigfoot devait ressembler à une proie. Petite, jeune, vulnérable, de la viande facile. Tout s'est passé très vite après ça. Le puma a commencé à se diriger vers nous, accélérant, ne traquant plus mais poursuivant activement. La créature derrière nous a poussé un cri terrifié, un cri de pure peur. Sans réfléchir, agissant purement par instinct, nous nous sommes toutes les deux interposées. Nous nous sommes mises entre le félin et le bébé. Nous avons levé les bras au-dessus de nos têtes pour paraître plus grandes. Avons commencé à crier de toutes nos forces, nous faisant aussi bruyantes et menaçantes que possible. Nos bâtons de marche que nous portions, nous les avons brandis et agités comme des armes. Le puma a marqué une pause, à peut-être 5 mètres. Il nous observait, ses yeux de prédateur calculant, décidant si nous valions le risque. 2 humains au lieu d'un, faisant beaucoup de bruit, se défendant. L'une de nous a ramassé une pierre par terre et l'a lancée aussi fort qu'elle le pouvait. Elle a atterri près du félin avec un bruit sourd et le félin a reculé. Nous avons continué à crier, continué à nous faire aussi grandes et menaçantes que possible, faisant autant de bruit que nous le pouvions. Derrière nous, nous pouvions entendre la créature gémir de peur. Nos cœurs battaient si fort que nous pouvions les entendre dans nos oreilles, les sentir dans nos gorges. L'affrontement n'a probablement duré que quelques minutes, mais cela a semblé une éternité. Finalement, le puma a décidé que nous n'en valions pas la peine. Trop de bruit, trop de résistance. Il a fait demi-tour et s'est éclipsé dans la forêt, disparaissant dans les sous-bois. Nous sommes restés là, les bras toujours levés, surveillant les arbres, nous assurant qu'il était vraiment parti, nous assurant qu'il ne tournait pas autour. Nos mains tremblaient, nos jambes semblaient faibles. Quand nous avons été certaines que le félin était parti, nous nous sommes retournés. La créature était pressée contre l'arrière de nos jambes, tremblante, nous regardant avec des yeux immenses et effrayés. Puis elle a fait quelque chose qui nous a brisé le cœur. Elle a levé ses petites mains et a attrapé les nôtres, s'y est agrippée fort, comme si nous étions ses points d'ancrage. Sa sécurité, sa protection. Nous l'avons prise dans nos bras sans réfléchir. L'une de nous l'a soulevée comme on le ferait avec un enfant effrayé. Elle a enroulé ses bras autour de son cou et s'est accrochée fermement. Nous pouvions sentir son rythme cardiaque rapide contre sa poitrine, sentir son petit corps trembler. Nous l'avons ramenée rapidement à la cabane, surveillant les arbres tout le long du chemin, nous attendant à moitié à ce que le puma revienne. Une fois à l'intérieur, la porte fermée derrière nous, nous nous sommes assises sur le canapé. La créature est restée sur ses genoux, le visage enfoui contre son épaule. Nous pouvions sentir son souffle chaud contre son cou, sentir les tremblements s'apaiser lentement. Nous avons caressé son dos poilu et parlé doucement. Lui avons dit que nous étions en sécurité maintenant, que tout allait bien, que rien ne lui ferait de mal tant que nous serions là. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, peut-être 1 heure. La créature s'est progressivement calmée. Sa respiration est revenue à la normale. Les tremblements ont cessé. Mais elle ne voulait pas quitter ses genoux, ne voulait pas lâcher prise, voulait juste rester proche, rester en sécurité. Nous l'avons laissé faire. L'avons tenue comme on tiendrait un enfant effrayé qui a besoin de réconfort, la tenant à tour de rôle, la passant doucement de l'une à l'autre. Le reste de cette journée fut calme. Nous sommes restés dans la cabane. La créature semblait secouée par la rencontre du matin et voulait rester près de nous. Nous a suivis partout. Si l'une de nous allait au coin cuisine, elle venait aussi. Si nous nous asseyions, elle s'asseyait à côté de nous. Si nous nous levions, elle se levait aussi. Elle avait besoin de la réassurance de notre présence. Et honnêtement, nous étions aussi assez secoués. Ce puma aurait pu nous attaquer, aurait pu blesser ou tuer la petite créature, aurait pu nous blesser. Nous revivions la scène dans nos esprits, pensant à ce qui aurait pu mal tourner, à la rapidité avec laquelle les choses auraient pu dégénérer. Cette nuit-là, la créature n'a même pas essayé de dormir dans le nid de couverture, a grimpé directement dans le lit avec nous et s'est enroulée entre nous, pressée contre nous comme si elle avait besoin du contact physique.
avait besoin de savoir que nous étions là. Cela ne nous a pas dérangés. Après le danger que nous avions affronté ensemble, après nous être interposés entre elles et un prédateur, quelque chose avait changé. Un lien plus profond qu'auparavant s'était formé. Nous nous sommes endormis avec nos mains posées sur son petit dos, sentant sa respiration. Le 4e matin, nous nous sommes réveillés avec la créature toujours blottie, entre nous, toujours endormis. Nous sommes restés là un moment à réfléchir à ce que nous devions faire, à ce qui allait se passer ensuite. Nous ne pouvions pas garder cette créature pour toujours. Elle avait besoin de sa vraie famille, de sa mère, des siens, mais nous ne pouvions pas non plus l'abandonner dans la forêt. Pas après tout ça, pas après qu'elle ait appris à nous faire confiance, pas après avoir promis de la garder en sécurité. Quand elle s'est finalement réveillée, elle nous a regardés avec ses grands yeux, a levé la main et nous a touché doucement le visage avec ses petites mains, comme si elle s'assurait que nous étions réels, s'assurait que nous étions toujours là. Puis elle a fait un son doux, pas un mot, juste un petit fredonnement. Mais cela ressemblait à une communication, comme si elle disait bonjour, comme si elle reconnaissait notre connexion. Nous avons passé cette journée ensemble comme nous l'avions fait, jouant avec la balle, assises ensemble, simplement étant proches l'une de l'autre. Mais tout au long de la journée, la créature n'a cessé d'aller à la porte, regardant dehors, faisant de petits bruits, pas les bruits d'alerte d'avant, des bruits différents, plus doux, presque comme si elle appelait quelque chose, appelait quelqu'un. Nous avons compris. Sa famille lui manquait. Sa mère. Bien sûr que oui. Peu importe à quel point elle se sentait en sécurité avec nous, peu importe à quel point elle nous faisait confiance, nous n'étions pas sa vraie famille. Nous n'étions que deux humaines qui l'avaient aidée quand elle était perdue et effrayée. Des gardiennes temporaires, pas un remplacement pour ce qu'elle avait perdu. Cet après-midi-là, la créature s'est assise près de la fenêtre pendant un long moment, regardant simplement la forêt, faisant de temps en temps ces doux bruits d'appel. Nous nous sommes assises à côté d'elle, sans rien dire, juste en étant là. À un moment, elle nous a regardés. Nos yeux se sont croisés, et à cet instant, nous jurons qu'elle a compris que nous l'aiderions si nous le pouvions, que nous voulions qu'elle retrouve sa famille, que nous nous soucions de ce qui lui arrivait. À l'approche du soir, la créature est devenue agitée, plus agitée que nous ne l'avions vue depuis ce premier jour. Elle n'arrêtait pas d'aller à la porte, puis de revenir vers nous, puis de retourner à la porte, comme si elle était tiraillée entre deux choses, entre la sécurité de la cabane et autre chose, quelque chose dehors. Vers 20 heures, elle se tenait près de la porte, faisant ses bruits d'appel avec plus d'insistance. Nous nous sommes approchés et nous sommes agenouillés à côté d'elle. « Tu sens quelque chose, n'est-ce pas ?» a dit l'une de nous doucement. Elle nous a regardés, puis a de nouveau regardé la porte. Vers 21 heures, nous l'avons entendu. Des pas lourds à l'extérieur, lents et délibérés. Quelque chose de grand se déplaçant autour du périmètre de la cabane, marchant en cercle autour du bâtiment. La créature est immédiatement devenue alerte, excitée, a commencé à faire des sons que nous n'avions jamais entendus auparavant, des sons joyeux, des sons urgents. Elle a gratté la porte, sautant doucement sur ses pieds. Nos cœurs battaient à nouveau la chamade, mais cette fois, pas de peur, d'anticipation, d'espoir. C'était quelque chose de grand, ça devait l'être. La réaction de la créature nous disait tout, elle savait qui était là dehors. Ce n'était pas un danger, c'était la famille. Nous sommes allés lentement à la porte, nos corps entiers tendus. La créature vibrait pratiquement d'excitation à côté de nous, faisant constamment des bruits joyeux. Nous avons ouvert la porte avec précaution et sommes sortis sur la terrasse. Le petit Bigfoot s'est immédiatement précipité devant nous, descendant en courant les marches de la terrasse, dans la clairière devant notre cabane. Juste à l'orée des arbres, où les ombres étaient profondes, se tenait une silhouette énorme, au moins 2,10 mètres de haut, peut-être 2,40 mètres. Difficile à dire dans la pénombre.
couverte d'une fourrure brun-roux foncé, de la même couleur que le bébé, mais plus profonde, plus sombre, plus mature. Des épaules larges qui semblaient incroyablement puissantes, des bras massifs. C'était clairement une femelle adulte. La mère. Le petit Bigfoot accourut droit vers elle, faisant ces bruits de pleurs joyeux, des sons de pure joie et de soulagement. La mère s'est penchée et a recueilli le petit dans ses bras immenses, l'a soulevé comme s'il ne pesait rien. Nous sommes restés là sur la terrasse, complètement figés. Nos jambes n'auraient pas bougé même si nous l'avions voulu. Nous avons regardé la mère examiner son enfant, le tournant doucement dans ses bras, cherchant des blessures, passant ses grandes mains sur son petit corps, l'examinant attentivement. Le bébé bavardait, faisant des sons rapides, pointant vers la cabane, vers nous, essayant clairement de raconter à sa mère tout ce qui s'était passé, où il avait été, qui l'avait aidé. Après avoir examiné son bébé de fond en comble, semblant satisfaite qu'il soit indemne, la mère s'est redressée de toute sa hauteur. Elle était massive, intimidante, puissante. Elle nous a regardés droit dans les yeux. Et ses yeux étaient si intelligents, si conscients, si complètement différents de ceux de n'importe quel animal que nous ayons jamais vu. Nous nous sommes sentis cloués par ce regard, comme si nous étions jugés, mesurés, évalués. Le moment s'est étiré de manière incroyablement longue. Personne ne bougeait. Nous respirions à peine. La mère comprenait clairement que son enfant avait été avec nous, avait été à l'intérieur de ce bâtiment humain, avait été soigné par des humains. Qu'en pensait-elle? Nous n'avions aucun moyen de le savoir. Son visage ne montrait aucune expression que nous pouvions lire, la fourrure sombre, le front proéminent, la structure étrange de ses traits. Nous ne pouvions pas dire si elle était en colère, reconnaissante ou neutre, ne pouvions pas dire si nous étions en danger ou si tout allait bien. Puis, très délibérément, la mère a fait un son. Pas un mot, juste un son grave venant du fond de sa poitrine, résonnant et puissant. Le bébé a répondu avec son propre son, bavardant toujours, essayant toujours d'expliquer. La mère nous a regardés une dernière fois, un long regard évaluateur, puis elle a changé le bébé de bras, le tenant contre sa poitrine. Le bébé a tourné la tête pour nous regarder par-dessus l'épaule de sa mère. Ses grands yeux sombres ont trouvé les nôtres même dans la pénombre. Et puis, le petit a levé une de ses mains, l'a agitée légèrement, comme pour dire au revoir, comme pour nous reconnaître, comme pour nous remercier. Nous ne pouvions pas bouger, ne pouvions pas parler. Nos gorges étaient trop serrées. Mais nous avons réussi à lever nos propres mains, toutes les deux, et à lui faire un signe en retour, un geste simple, un adieu, un souhait de sécurité et de bonheur. La mère s'est détournée de la cabane, a commencé à marcher vers la forêt, vers les arbres profonds. Elle se déplaçait en silence, malgré sa taille énorme, a simplement glissé dans l'obscurité comme une ombre. Le bébé a continué à nous regarder alors qu'il s'éloignait, sa petite main toujours levée, faisant toujours signe, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans l'obscurité, dans la forêt, parti comme s'il n'avait jamais été là. Nous sommes restés sur cette terrasse longtemps après leur disparition. La forêt était complètement silencieuse, pas un son, pas même les bruits normaux de la nuit, comme si tout retenait son souffle, comme si la forêt elle-même reconnaissait ce qui venait de se passer. Nous ne savons pas combien de temps nous sommes restés là, peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. Le temps semblait de nouveau étrange. Finalement, nous sommes rentrés. Nous nous sommes assises sur le canapé où la créature avait passé tant de temps. Les couvertures de son nid étaient toujours sur le sol de la mezzanine. Le bol dans lequel il avait mangé était toujours sur la table, non lavé. La balle en caoutchouc était par terre où il l'avait laissée. Des preuves physiques que tout avait été réel. Pas un rêve, pas une hallucination. Réel. Nous nous sentions vides, épuisés, mais aussi étrangement reconnaissantes. Reconnaissantes d'avoir pu aider. Reconnaissante que la mère ait retrouvé son bébé, reconnaissante qu'ils soient de nouveau ensemble, et reconnaissante pour ce moment unique,
ce moment impossible où une créature qui ne devrait pas exister nous a regardés et a prononcé un mot humain. Nourriture. Un simple mot qui prouvait tout, qui prouvait l'intelligence, qui prouvait la capacité d'apprendre et de communiquer entre les espèces, qui prouvait que ces êtres étaient plus que ce que l'on savait. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là, juste allongés dans le lit, serrés l'une contre l'autre pour nous réconforter, revivant tout dans nos esprits, chaque moment du début à la fin. La première fois que nous avions vu le bébé dans cette clairière, sa peur puis sa curiosité, comment il avait touché nos visages, fascinés par nos traits identiques, le retour à la cabane, le jeu avec la balle, le puma et la terreur de ce moment, la façon dont la créature s'était accrochée à nous après, et ce matin-là, ce matin stupéfiant où il avait regardé la casserole de porridge et dit « nourriture » aussi clairement que le jour. Inimitable. Un mot, juste un mot. Mais il a tout changé. Les 2 jours suivants à la cabane furent étranges, solitaires d'une manière qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. Nous nous attendions sans cesse à entendre la créature faire des bruits. Regardions sans cesse le canapé en nous attendant à la voir là. La cabane semblait vide sans cette petite présence, sans ces grands yeux curieux qui nous observaient, sans ces doux bruits qu'elle faisait. Le dernier matin, avant de rentrer, avant de tout remballer, nous sommes allés à l'endroit où nous l'avions trouvé pour la première fois. Cette petite clairière où le bébé avait été seul et en pleurs. Nous avions de la nourriture avec nous, du pain, des pommes, quelques noix. Probablement stupides, probablement inutiles. Mais nous voulions faire quelque chose, voulions laisser une sorte d'offrande, une reconnaissance de ce qui s'était passé. Nous avons déposé la nourriture avec soin au pied d'un arbre, l'avons arrangée proprement, et en le faisant, nous avons dit le mot doucement, ensemble, à peine au-dessus des murmures. Nourriture. Nous nous sommes demandé s'ils étaient là quelque part, si le bébé s'en souviendrait, s'il raconterait à sa mère l'histoire des étranges humains qui lui avaient appris un mot, s'il comprendrait ce que signifiait cette offrande. Nous sommes retournés à la cabane et avons fait nos bagages, avons tout chargé dans la voiture, avons jeté un dernier regard à l'endroit avant de partir. La cabane avait l'air comme d'habitude, juste une simple structure en bois dans la forêt, mais elle semblait différente maintenant. Elle semblerait toujours différente, à cause de ce qui s'y était passé, à cause de ce que nous avions appris. Lors de notre dernier passage avant de partir pour de bon, nous sommes retournés une dernière fois dans cette clairière. Avons vérifié l'endroit où nous avions laissé la nourriture. Elle avait disparu, entièrement, chaque morceau. Quelque chose l'avait prise pendant le court laps de temps où nous faisions nos bagages. Le pain, les pommes, les noix, complètement disparu, aucune trace. Nous sommes restés là à regarder l'endroit vide, et nous avons souri, toutes les deux, même si nous étions seuls dans la forêt, même si personne ne croirait jamais cette histoire. Nous nous plaisons à penser que c'était eux, que le bébé s'était souvenu du mot, avait amené sa mère à l'endroit où les humains sûrs laissaient de la nourriture, qu'ils avaient accepté l'offrande, compris ce que cela signifiait. Mais nous n'en aurions jamais la certitude. Nous sommes rentrés en voiture cet après-midi-là avec une histoire que nous ne pourrions jamais raconter à personne. Pas de photos, pas de vidéos, aucune preuve physique d'aucune sorte. Juste notre mémoire partagée, juste le son de cette petite voix disant un simple mot, nourriture. Un mot qu'une créature qui n'était pas censée exister avait appris de nous, avait compris, avait utilisé pour communiquer. Un mot qui prouvait qu'il y avait une véritable intelligence là-dedans, une véritable compréhension, une véritable capacité à apprendre, à s'adapter et à se connecter par-delà la barrière entre les espèces. Mais qui nous croirait? Sans preuve, cela ressemble juste à une histoire folle, une fantaisie. Quelque chose que 2 sœurs ont inventé pour attirer l'attention, ou parce qu'elles étaient confuses, ou s'étaient trompées. On nous ignorerait, on se moquerait de nous. On nous dirait que nous avions dû voir un ourson, que nous avions rêvé ou que nous avions tout inventé.
alors nous ne le disons pas aux gens, nous le gardons pour nous, entre nous. Cette expérience impossible qui a changé notre vision de tout. Mais cela a changé quelque chose en nous, fondamentalement. A changé notre façon de voir le monde et notre place en son sein. Il y a encore des mystères là-dehors. Dans les endroits sauvages, des êtres intelligents vivant dans l'ombre, évitant les humains, gardant leur existence cachée, des choses que la science n'a pas expliquées ou n'a pas reconnues ou ne veut pas reconnaître, des choses qui ne cadrent pas avec notre compréhension du monde naturel. Nous avons fait partie d'un de ces mystères, avons tenu la main d'un enfant perdu et l'avons gardé en sécurité pendant quelques jours, l'avons nourri, protégé et réconforté quand il avait peur. L'avons entendu parler, l'avons vu apprendre, avons vu dans ses yeux sombres une intelligence indéniablement réelle et profonde. Et puis nous l'avons regardé rentrer chez lui, dans sa famille, l'avons regardé retourner à la nature où était sa place. Nous allons toujours à la cabane plusieurs fois par an. Chaque fois, nous cherchons des signes. Écoutons les bruits inhabituels dans la forêt. Prêtons attention aux choses qui semblent déplacées ou étranges. Nous ne les avons pas revues, pas même un aperçu, pas un seul signe qu'ils sont encore dans la région. Mais parfois, nous nous sentons observés, pas de manière menaçante, pas avec peur ou danger, mais d'une manière paisible, comme si quelqu'un prenait de nos nouvelles de loin, s'assurant que nous allons bien, de la même manière que nous nous sommes assurés que cette petite créature allait bien, parfois quand nous sommes là-bas. Généralement le soir, quand la lumière baisse et que la forêt est calme, nous parlons aux arbres. Utilisons des mots simples, des mots qui pourraient être compris si quelqu'un écoute. Amis, disons-nous doucement, sûr. Et parfois, bien que ce ne soit peut-être qu'un vœu pieux, nous jurons que nous sentons quelque chose écouter, quelque chose qui prête attention, quelque chose qui comprend. Nous espérons que ce bébé a grandi maintenant. Espérons qu'il est en sécurité avec sa famille, quelque part, au cœur de ces montagnes. Espérons qu'il se souvient des humains qui l'ont aidé quand il était perdu. Espérons qu'il connaît toujours ce mot. Espérons qu'il l'a peut-être enseigné à d'autres jeunes, transmettant une petite connexion entre nos espèces, un pont entre l'humain et ce qu'ils sont. Et nous espérons que si l'un d'eux a de nouveaux besoins d'aide, se retrouve un jour en difficulté ou en danger, il se souviendra que tous les humains ne sont pas dangereux, que l'on peut faire confiance à certains d'entre nous, que certains d'entre nous ne leur veulent aucun mal, que certains d'entre nous savent comment être sûrs, comment être gentils, comment aider. C'est notre histoire, celle que nous ne pouvons jamais vraiment raconter. La semaine que nous avons passée à nous occuper d'une créature qui ne devrait pas exister. L'enfant impossible qui nous a regardés avec des yeux intelligents et a appris un mot humain. Le bébé Bigfoot qui a dit nourriture et a changé tout ce que nous pensions savoir sur le monde. L'expérience qui nous a fait comprendre que la réalité est tellement plus grande, plus étrange et plus merveilleuse que nous nous permettons de le croire. Nous le portons en nous, toutes les deux, ce secret, cette vérité impossible, ce moment où la barrière entre les espèces est tombée et où des êtres complètement différents ont communiqué. Un petit mot, mais c'était suffisant. C'était tout. Parfois, tard dans la nuit, quand aucune de nous ne peut dormir, nous en parlons. Chuchotons dans l'obscurité pour savoir si c'était réel, si nous nous en souvenons correctement, si nous avons tout imaginé, mais alors l'une de nous prononcera le mot « nourriture ». Et nous nous souvenons toutes les deux du son de cette petite voix, de sa clarté, de l'intelligence derrière elle. Et nous savons toutes les deux, c'était réel, tout, chaque moment impossible. Et quelque part là-bas, dans les forêts profondes où les humains vont rarement, il y a des êtres qui connaissent un mot humain, qui savent que les humains peuvent être gentils, qui savent qu'au moins 2 femmes dans ce monde les protégeraient si elles le pouvaient. Cette connaissance, partagée entre les espèces, pourrait être la chose la plus importante qui soit ressortie de ces jours étranges. Pas une preuve qui convaincrait le monde,
pas une évidence que les scientifiques pourraient étudier, juste de la compréhension, juste une connexion, juste la simple vérité que la gentillesse traverse toutes les frontières. Même la frontière entre l'humain et la chose magnifique et impossible que sont ces créatures. Nous n'avons jamais cessé d'espérer que nous pourrions les revoir. Chaque fois que nous montons ce vieux chemin forestier et que nous arrivons à la cabane, il y a un moment où nous regardons l'orée des arbres et nous nous demandons si aujourd'hui pourrait être le jour, si ce petit visage pourrait apparaître de derrière un buisson, si nous pourrions entendre à nouveau ce mot prononcé de cette voix inoubliable. Ce n'est pas encore arrivé. Des années ont passé maintenant depuis cette semaine-là. Les saisons sont venues et reparties. Les trembles ont doré, ont perdu leurs feuilles, en ont fait pousser de nouvelles et ont doré à nouveau. Les neiges sont tombées et ont fondu. La forêt a changé et est restée la même, mais nous continuons à y retourner, continuons à chercher, continuons à espérer, et nous continuons à laisser de la nourriture au pied de cet arbre. À chaque visite, du pain, des pommes et des noix, une offrande, un message, un rappel que nous nous souvenons, que nous nous soucions toujours, que nous sommes toujours là. Parfois, la nourriture est encore là lorsque nous vérifions le dernier matin, et parfois, elle a disparu. Nous ne savons jamais avec certitude qui la prend. Ça pourrait être des ours, des cerfs, des oiseaux ou n'importe quel autre animal qui vit dans ces bois, mais nous nous plaisons à penser que parfois, au moins parfois, c'est eux. Nous nous plaisons à penser qu'ils viennent vérifier la cabane de temps en temps, pour voir l'endroit où un bébé effrayé a trouvé la sécurité, pour se souvenir des humains qui ont été gentils. Nous nous plaisons à penser que quelque part dans ces forêts, une créature qui a grandi maintenant raconte des histoires sur la fois où elle s'est perdue, sur l'étrange bâtiment humain avec les couvertures douces et le feu chaud, sur les deux humains identiques qui se ressemblaient, bougeaient de la même manière et lui parlaient doucement. Nous nous plaisons à penser qu'elle se souvient encore du mot, ce premier mot, le pont entre les mondes, nourriture. Une chose si simple, un besoin si fondamental. Mais c'est devenu tellement plus que ça. C'est devenu la preuve que la communication était possible, que la compréhension pouvait traverser le fossé entre les espèces, que l'intelligence reconnaissait l'intelligence. Nous y avons pensé si souvent. Pourquoi ce mot? Pourquoi pas autre chose que nous avons dit? Nous lui avions dit beaucoup de choses. Bonjour, d'accord, sûr, bien. Mais il a appris nourriture. Peut-être parce que nourriture était répétée le plus souvent. Peut-être parce que c'était associé à quelque chose de concret et d'important. Peut-être parce que la survie est la chose la plus fondamentale, la chose qui compte le plus pour tout être vivant. Ou peut-être que la créature était plus intelligente que nous ne pouvions l'imaginer. Peut-être qu'elle comprenait plus qu'elle ne pouvait le dire. Peut-être qu'elle a choisi de prononcer le mot qui communiquerait le plus avec le moins. Peut-être nous disait-elle merci, merci pour la nourriture, merci pour la survie, merci pour tout. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Nous ne saurons jamais ce qui se passait dans cette petite tête poilue quand elle a regardé la casserole de porridge et a dit ce mot. Nous ne saurons jamais à quel point elle a vraiment compris. Mais nous savons ce que nous avons entendu, ce que nous avons toutes les deux entendu. Ce que nous n'oublierons jamais d'avoir entendu, une voix qui ne devrait pas exister, prononçant un mot que nous lui avons appris. Parfois, nous nous demandons ce qui se serait passé si nous avions eu plus de temps, si la mère n'était pas venue quand elle l'a fait. La créature aurait-elle appris plus de mots? Aurait-elle appris à tenir une conversation? Aurions-nous pu vraiment communiquer, échanger des idées, des pensées et des sentiments? Les possibilités sont presque écrasantes à imaginer. Ce que nous aurions pu apprendre sur eux, ce qu'ils auraient pu apprendre sur nous, le pont qui aurait pu être construit. Mais ce n'était pas censé se passer comme ça. La mère est venue, le bébé est rentré à la maison, comme il se doit, comme il le fallait. Nous ne regrettons pas la façon dont cela s'est passé. Comment le pourrions-nous?
Le bébé a été réuni avec sa mère. La famille a été reconstituée. C'est la bonne fin, la belle fin, la fin que nous aurions souhaitée depuis le début. Nous n'étions que des gardiennes pendant quelques jours, juste des gardiennes temporaires de quelque chose de précieux, et nous avons fait notre travail. Nous l'avons gardé en sécurité, nourri, protégé, réconforté quand il avait peur. Et nous avons reçu quelque chose d'incroyable en retour. Quelque chose que personne d'autre n'a jamais eu. Quelque chose que nous chérirons pour le reste de nos vies. Nous avons été témoins de l'intelligence là où personne ne s'attendait à la trouver. Avons vu l'apprentissage se produire en temps réel, entre les espèces. Avons vécu un moment de pure communication avec un être qui n'était pas humain. Combien de personnes peuvent dire ça? Combien de personnes ont vécu quelque chose de si impossible, de si merveilleux, de si bouleversant? Nous n'avons pas besoin que le monde nous croie. Nous n'avons pas besoin que les scientifiques valident ce que nous avons vu. Nous n'avons pas besoin de preuves, d'évidence ou de reconnaissance. Nous avons l'une l'autre. Nous avons notre mémoire partagée. Nous avons la certitude entre nous de ce qui s'est réellement passé. Et nous avons de l'espoir. L'espoir que quelque part là-bas, dans les endroits profonds où les humains ne vont pas, une créature qui était autrefois un bébé perdu se souvient encore d'un mot, porte encore une partie de nous avec elle, sait encore que les humains peuvent être gentils. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. La forêt garde ses secrets. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours. Les gens ont marché dans ces bois pendant des milliers d'années, sans jamais savoir ce qui vit dans l'ombre, sans jamais voir les créatures qui observent depuis l'obscurité, sans jamais comprendre tout ce qu'ils ne comprennent pas. Nous savons maintenant. Nous avons été mises dans le secret, même si ce n'est que pour un instant. Nous avons entrevu ce qui existe vraiment. Nous l'avons touché. Lui, avons tenu la main. Avons entendu sa voix. Et nous porterons cela avec nous pour toujours. Deux sœurs qui sont allées dans une cabane dans les bois et en sont revenues changées. Deux femmes qui savent que le monde est plus grand, plus étrange et plus merveilleux que quiconque l'imagine. Quand nous serons vieilles, quand nous serons assises ensemble dans une maison de retraite ou sur une terrasse quelque part, nous en parlerons encore. Nous nous souviendrons encore de chaque détail. Nous entendrons encore cette petite voix dans nos esprits. Nourriture, un mot impossible, et tout un monde de sens derrière lui. Nous n'avons jamais donné de nom à la créature. Cela semblait mal, en quelque sorte, présomptueux, comme s'approprier quelque chose de sauvage et de libre, quelque chose qui appartenait à la forêt et à sa famille, pas à nous. Mais dans nos conversations privées, lorsque nous parlons de ces jours-là, nous l'appelons parfois le petit. C'est ce qu'il était. Un petit, perdu, effrayé et affamé, cherchant la gentillesse dans un monde qui devait lui sembler si étrange et dangereux. Nous étions heureuses de pouvoir lui donner cette gentillesse, heureuses d'être là quand il avait besoin de quelqu'un, heureuses d'être le genre de personne qui aiderait au lieu de faire du mal. C'est une chose à laquelle nous avons beaucoup pensé depuis. Que se serait-il passé si quelqu'un d'autre l'avait trouvé, quelqu'un qui l'aurait vu comme une menace, quelqu'un qui aurait voulu le capturer, le tuer ou appeler les autorités, quelqu'un qui n'aurait pas été prêt à s'agenouiller, à se faire petit et à tendre une main douce? Le petit n'aurait peut-être pas survécu, aurait pu être emmené dans un laboratoire quelque part, aurait pu être le début de quelque chose de terrible pour son espèce. Au lieu de ça, il nous a eus. Deux femmes qui aimaient les animaux, faisaient confiance à la forêt et croyaient en la douceur. Deux sœurs qui travaillaient ensemble sans avoir besoin de parler, qui pouvaient communiquer d'un simple regard, qui savaient instinctivement comment mettre une créature effrayée en sécurité. Peut-être est-ce pour cela que ça s'est passé ainsi. Peut-être y a-t-il quelque chose dans l'univers qui met les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Peut-être étions-nous censés être là ce jour-là, censés trouver cette clairière, censés aider. Ou peut-être n'était-ce que le hasard, de la chance, un bébé perdu et deux femmes qui se trouvaient à proximité. Quoi qu'il en soit, nous sommes reconnaissantes.
reconnaissante pour l'expérience, reconnaissante pour le souvenir, reconnaissante pour le changement que cela a opéré en nous. Nous regardons le monde différemment maintenant, les forêts différemment, les animaux différemment, ce qui est possible et ce qui est impossible. Rien ne semble aussi certain qu'avant. La réalité a plus de place en elle que nous ne le pensions. Plus de possibilités, plus de mystères. Et ce n'est pas une chose effrayante, c'est une chose merveilleuse, une chose pleine d'espoir. Si quelque chose comme ça pouvait exister, caché tout ce temps, que pourrait-il y avoir d'autre? Quelles autres merveilles attendent d'être découvertes? Quelles autres connexions pourraient être possibles? Nous ne le saurons probablement jamais. Ne reverrons jamais une autre créature comme celle-là, n'aurons jamais une autre expérience comme ces quelques jours. Mais nous continuerons à chercher, à nous interroger, à espérer. Et chaque fois que nous irons à cette cabane, chaque fois que nous marcherons dans ces bois, nous nous souviendrons. Nous nous souviendrons d'un petit visage poilu avec d'énormes yeux sombres. Nous nous souviendrons de la sensation de la fourrure douce sous nos doigts. Nous nous souviendrons du poids d'une créature effrayée dans nos bras. Nous nous souviendrons du son de quelque chose d'impossible prononçant un mot que nous lui avons appris. Nourriture. Un mot qui a tout changé. Un mot qui a tout prouvé. Un mot qui résonnera dans nos esprits pour toujours. Nous sommes les gardiennes de cette histoire. Les seuls qui savent, les seuls qui étaient là, et nous la garderons en sécurité, tout comme nous avons gardé ce petit en sécurité. Elle est à nous maintenant, ce secret, cette merveille, cette vérité impossible, à nous et à eux. Où qu'ils soient ce soir dans les forêts profondes sous les étoiles, nous espérons qu'ils sont en sécurité, nous espérons qu'ils sont heureux, nous espérons qu'ils se souviennent de nous aussi gentiment que nous nous souvenons d'eux. Et nous espérons d'une manière ou d'une autre qu'ils savent que nous sommes toujours là, pensant toujours à eux, leur souhaitant toujours du bien, toujours amis, malgré toute la distance et la différence entre nous. C'est la véritable fin de notre histoire. Pas une fin du tout en réalité, juste une continuation, une connexion continue qui traverse les espèces, le temps et tout le vaste espace de la nature sauvage. Un mot prononcé une fois, résonnant pour toujours, un pont construit et jamais détruit, un souvenir partagé entre des êtres qui n'étaient jamais censés se rencontrer. C'est notre histoire, l'histoire que nous porterons avec nous jusqu'à notre mort, l'histoire qui a fait de nous ce que nous sommes. Deux femmes qui sont allées dans la forêt et ont trouvé quelque chose d'impossible. Deux sœurs qui ont tenu la main d'une créature d'un autre monde. Deux personnes qui ont appris que la gentillesse est la seule langue qui compte vraiment. Et une petite voix parlant dans la lumière du matin, nourriture.